Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien du dimanche. Ce dimanche, nous faisons une incursion dans le monde des acteurs de la société civile, dans le monde des ONG. Vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien parce que l'information qui nous revient est que une proposition de loi sur la nouvelle configuration du Conseil économique et social est sur la table de nos honorables députés. Cette nouvelle configuration exclut d'emblée ou souhaiterait exclure d'emblée les acteurs de la société civile. C'est une curiosité pour nous et nous avons décidé d'en parler justement sur cette émission et de voir généralement qu'est-ce que les acteurs de la société civile apportent aux différentes institutions dans lesquelles ils sont représentés. Notre invité pour cet exercice s'appelle Alassane Ouro Karimou. Il est le directeur exécutif de l'ONG Pemaridel, ONG située à Diougou dans la Donga. Il est également le point focal du réseau des ONG pour le développement durable. C'est avec lui que nous allons, comme je le disais, faire cet exercice. Monsieur Alassane Ouro Karimou, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Cotonou. Vous êtes venu fraîchement de la Donga, il faut le dire. Vraiment. Le voyage s'est passé comment pour vous? Ça s'est très bien passé. Et j'ai voyagé sans difficulté. Voilà. Vous êtes déplacé parce que justement le sujet était intéressant pour vous et nous, à Eden TV Diaspora FM, nous avons accepté de vous accueillir pour en parler. Il s'agit de la proposition de loi sur la nouvelle configuration du Conseil économique et social. Mais avant d'en arriver là, Monsieur Alassane Ouro Karimou, pour ceux qui nous suivent, c'est quoi la société civile? C'est quoi une organisation de la société civile? Oui, dans notre pays, le Bénin, une organisation de la société civile, c'est une organisation qui est régie par la loi 1901 et qui constitue les associations, c'est-à-dire les organisations à but non lucratif. Ça veut dire que ce sont des organisations qui travaillent mais qui n'attendent pas des rémunérations. Donc ce ne sont pas des organisations que l'État paye, mais plutôt qui recherchent des financements à travers le monde pour le bien-être des communautés à la base. Donc nous nous sommes constitués en ONG, en association, et ces différentes composantes sont dans le panier des organisations de la société civile. Donc les ONG à elles seules ne font pas la société civile, parce que c'est un certain nombre d'acteurs que nous mettons dans, c'est-à-dire le panier des OSC. Et vous savez, dans un passé récent, même la presse faisait partie de la société civile. Mais il y a eu, depuis quelques années, la presse a été retirée des organisations de la société civile. Sinon, d'emblée, la presse faisait partie des organisations de la société civile. Mais aujourd'hui, c'est sans la presse que nous, on a continué par travailler en tant qu'organisation de la société civile. Et ce que nous faisons, c'est que nous sommes plus proches de la communauté. Que ce soit les lois votées par les députés, que ce soit les décrets, les arrêtés, c'est nous qui véhiculons le message. Donc la vulgarisation de ces lois, c'est-à-dire le bien-être de la communauté, parce que l'information est le premier élément qu'un citoyen doit avoir pour pouvoir mieux se comporter. Mais vous allez comprendre qu'il y a certaines lois de notre pays, je peux dire dans l'ensemble du monde entier, que les députés votent. Mais ces lois sont là, 10 ans, 15 ans après. Vous allez demander à eux. Mais ça veut dire que vous ne faites pas votre travail, vous, alors, en tant qu'association de la société civile. Parce que si les lois sont là et que votre rôle est d'aider à la vulgariser et que ce n'est pas connu, ça veut dire que vous avez péché quelque part. Oui, en temps normal, ce n'est pas que une structure de l'État ou bien une organisation nous oblige à faire la vulgarisation de ces lois. Non. Parce que quand les députés votent leur loi, c'est sans un budget qui accompagne, c'est-à-dire le projet de vulgarisation ou de sensibilisation sur ces lois. Les députés votent et déposent pour que peut-être l'État trouve c'est-à-dire le canal ou les canaux pour pouvoir faire passer, c'est-à-dire ces informations. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, surtout les ONG, nous recherchons des partenaires qui vont financer la vulgarisation de ces lois. L'État n'a rien à nous donner pour faire passer ces messages. L'Assemblée nationale n'a rien à nous donner pour faire passer ces messages. Donc nous sommes un relais entre, c'est-à-dire l'État, l'hémicycle, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et les communautés. C'est-à-dire c'est un devoir
qui, de façon spontanée, nous nous jetons dedans et nous disons, vous avez besoin de l'information, voilà une nouvelle loi qui est votée, voilà de nouvelles dispositions qui sont prises, même les réformes. Les réformes que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas l'État lui seul qui a fait passer ces réformes-là au niveau des communautés à la base. Vous pouvez imaginer si les gens ont des informations, si les gens ont des éléments sur ces réformes, c'est nous. Et ce n'est pas l'État qui a financé pour que nous, en tant qu'organisation de la société civile, ONG en plus, que nous puissions faire ce travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les associations de développement font partie des organisations de la société civile. Les chefferies traditionnelles, je veux parler des religieux, ils font partie de la société civile. Ceux-là aujourd'hui, quel est le message qu'ils véhiculent dans le sens des réformes ou une loi qui a été votée? Mais vous trouvez quand même les partenaires pour le faire? Oui, mais nous trouvons nos partenaires de façon indépendante. Donc, vous voyez que quelque part, nous sommes un maillon très, très, très incontournable pour le développement, c'est-à-dire de notre pays. Sinon, du monde entier d'ailleurs, parce que tel que nous existons au Bénin, c'est comme ça que les autres existent aussi à travers le pays. Alors, voilà, M. Alassane Oro Karibou, on comprend à partir de vos explications que vous êtes vraiment un maillon essentiel du développement de notre pays. Mais voilà qu'il y a une situation aujourd'hui que vous êtes en train de déplorer, une proposition de loi sur la nouvelle configuration du Conseil économique et social, une proposition qui tend à exclure les acteurs de la société civile. Qu'en est-il concrètement? Oui, avant de répondre à cette question, je vais vous dire que ce n'est pas la première fois que dans notre pays, les ONG que nous sommes, nous avons été écartés de la gestion de certaines institutions de notre pays. Parce que... Il y a eu des exemples par le passé? On a eu déjà des chocs. On a eu ces coups bas. Si vous prenez le cas de la Sénat, au départ, nous étions membres de la Sénat. Parce qu'avant toute élection, les ONG devaient siéger au niveau national, au niveau départemental, au niveau communal et au niveau arrondissement. Donc, on a géré, c'est-à-dire on faisait le monitoring, c'est-à-dire on coachait, c'est-à-dire les élections. Et aux côtés des autres composants de la Sénat, parce que vous savez qu'au niveau de la Sénat aussi, c'est un certain nombre d'acteurs qu'on identifie pour quand même... envoyés sur le terrain. Donc, les ONG étaient effectivement représentées au niveau de la Sénat. Donc, la première action a d'abord commencé par là, où nous avons été stoppés. Pourquoi? Il y a eu une raison? Aucune raison. On ne nous a jamais approchés, ils n'ont jamais donné les raisons. Est-ce que c'est parce que nous avons détourné, ou bien c'est parce que, bon, mais nous, on se dit peut-être, c'est en dehors de notre existence, à l'intérieur de la Sénat, nous avons de ces financements que nous recherchons pour faire la supervision, c'est-à-dire le monitoring des élections. Et ça fait qu'à la fin des élections, nous avons notre mot à dire. Donc ça veut dire que vous gênez alors? Peut-être qu'on était, c'est-à-dire on gênait. C'était possible. Parce que être déjà dans la structure qui organise et faire le monitoring, ça veut dire que nous avons deux informations au retour. D'abord, étant de la Sénat, on avait des résultats et en faisant le monitoring, c'est-à-dire quand on fait le point de ces deux actes, c'est-à-dire de ces deux présences au niveau de la Sénat, c'est que nous sommes censés avoir la vraie information. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on a été retiré? Seul celui qui a décidé ou ceux qui l'ont décidé, seuls ils pourront peut-être justifier. Mais on ne vous a pas expliqué, c'est quand même curieux. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais vous-même, vous n'avez pas cherché à comprendre. Bon, nous sommes quelque part, on a dit organisation non gouvernementale. Ça veut dire que nous n'avons pas une relation directe, nous n'avons pas un contrat avec un État. Quand on parle des organisations de la société civile, nous n'avons pas un contrat. Parce que si nous devons avoir un contrat, ça veut dire que nous devenons des partisans des politiques. Oui, mais au moins vous pouvez vous rapprocher de ceux qui ont pris cette décision. Bon. Pour comprendre. On pouvait se rapprocher d'eux, mais malheureusement, on ne l'a pas fait parce que nous, on avait pensé que ça pouvait s'arrêter à ce niveau-là. Mais après cette action qui nous a exclus de la Sénat, tout dernièrement, vous avez appris qu'une note de service a été sortie pour empêcher les ONG à signer les ordres de mission au niveau des commissariats. Parce que, vous savez, nous avons de ces missions-là que nous effectuons, c'est-à-dire à l'intérieur du pays et même parfois en dehors du pays.
avec nos partenaires. Oui. Bon, nous ne savons pas pour quelle raison, où on nous a refusé la signature des ordres de mission dans les commissariats. Et là encore, vous n'avez pas réagi. On n'a pas réagi. Pourquoi? On n'a pas réagi. Alors qu'au départ, on nous avait corsé un peu les financements. Parce que nous recherchons des financements de façon indépendante. C'est-à-dire, nous sommes tellement indépendants d'aller chercher le financement pour venir régler un problème ponctuel dans une communauté bien déterminée, bien connue. Oui. Mais, à l'avènement de la rupture, il a été décidé à ce que, sous peut-être la peur ou le risque du financement du terrorisme, on nous a dit, vous ne pouvez plus avoir des financements faciles. Donc ça fait que pour une ONG qui est basée à Malanville, ça devenu compliqué à d'avoir. Kandi, à Djougou, comme moi, pour avoir un financement qui déjà atteint 500 000, vous devez venir à Cotonou justifier. À partir de 500 000? Ah oui, il n'y a pas de 500 000. Vous venez et automatiquement, ça dit les gens doivent chercher à comprendre qui vous donne les 500 000, qu'est-ce que vous voulez en faire. Alors que nous étions, ça dit, des gens en force qui, de façon indirecte, faisant appel à des fonds. Vous voyez, quand on dit le PNUD, quand on dit l'UNICEF, on dit, ça dit IRI, on parle de l'USAID, ça dit plusieurs structures avaient tellement confiance en nous parce que les gens pensent que nous sommes beaucoup plus proches de la communauté et que nous recensons effectivement le besoin prioritaire de chaque communauté avant de formuler un projet. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Si les 500 000 que vous devez justifier sont réglementaires, allez justifier. Mais imaginez Alassane Ourou Karim, directeur de l'ONG Maridel, pour un 500 000, je dois quitter Djougou pour venir séjourner à Cotonou, 72 heures, avant d'avoir satisfaction. Vous imaginez combien on me demande de sortir de ma poche pour gagner 500 000? C'est-à-dire, vous me demandez de dépenser 200 000 pour prendre 500 000. Vous devez venir physiquement, forcément. Physiquement, avec tous les documents. Parce qu'il fallait connaître qui est derrière le financement. Ce financement était destiné à quoi? Vous voyez? Donc, ça fait que nous avons été écartés juste là, sans problème, sans bruit. Mais cette décision de nous exclure du CES, le Conseil économique et social, c'est-à-dire une institution de l'État qui regroupe 11 acteurs qui sont issus des associations, parce que c'est des organisations qui se retrouvent et complétées par les représentants de la présidence et de l'Assemblée nationale. Sinon, en fait, en dehors de l'Assemblée nationale et de la présidence qui envoie leurs représentants, tout le reste, ce sont des organisations, des associations. Quand on parle des patrons, des employeurs, quand on parle des acteurs culturels, quand on parle des syndicats, quand on parle des associations de développement, on parle des acteurs qui interviennent dans la santé, l'éducation, le social. Je vais parler des ONG parce que c'est là où on envoie nos 2 représentants. Quand on parle des acteurs culturels, artistiques, donc vous voyez, ce ne sont pas des gens qui vont là-bas et ça dit mandatés par d'autres acteurs en dehors des organisations qui s'organisent, ça dit de façon indépendante. Indépendante, oui, d'accord. Mais le CES est une institution qui a connu le jour, c'est-à-dire le jour, le 16 juillet 1992. À la faveur du renouveau démocratique et tout ça. 92-01 du 16 juillet 1992, qui institue le Conseil économique et social. Et le rôle de cette institution est que nous avons un avis consultatif sur certaines propositions de loi, certains projets, certaines décisions du gouvernement et même de l'hémicycle. Donc, quand l'hémicycle reçoit des propositions de loi qui ont trait au social, technique, économique, ce que nous avons, c'est-à-dire l'hémicycle, fait appel, c'est-à-dire au Conseil économique et social pour avis. Pour des avis. Parce que ça porte déjà sur, c'est-à-dire l'avis
de la communauté. Quand on parle du social, donc on ne peut pas peut-être permettre à l'État ou à l'hémicycle de voter une loi sur le social qui peut-être va mettre mal à l'aise les communautés. Oui, mais vous donnez des avis consultatifs. Vos avis ne sont pas conformes, donc ça ne s'impose pas aux députés, vous le savez. Bon, ça ne s'impose pas aux députés, mais si déjà en 92, les gens ont eu l'idée géniale de créer, c'est-à-dire cette institution, mais vous ne voyez pas qu'il y avait quand même nécessité que ça existe. Oui, mais si en 92, après la conférence nationale, on a pensé qu'il faut avoir cette institution. Si aujourd'hui on parle de la Cour des comptes, c'est parce qu'à un moment donné, on a vu que c'est incontournable. Oui, mais à un moment donné également, M. Alassane Ouattara Karimou, on a compris que le Conseil économique et social ne jouait pas un grand rôle dans la République, au point où on a même failli supprimer l'institution d'une révision constitutionnelle. Oui, je suis d'accord. Et il faut que je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Allez-y. On pouvait supprimer le Conseil économique et social parce que la façon dont les membres qui siègent, les 30 membres qui siègent au Conseil économique et social sont désignés, cette façon de les désigner ne rendait pas crédible. Et je dis, ne rendront même pas crédible l'institution si on ne change pas la manière de faire. Le dimanche passé, il y a eu un vote que vous connaissez bien. Oui. Les représentants à la HAC. Oui. Mais quand vous prenez les hommes de la presse réunis, ils ne font pas le nombre des ONG à Takora Donga. Ils ne font pas le nombre des organisations de la société civile du département de la Donga. Quand vous prenez, je dis, tous les acteurs de la presse réunis du Bénin, ils ne font pas le nombre des membres des organisations de la société civile de moi, mon département, la Donga. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous sommes plus nombreux, c'est-à-dire ceux qui sont acteurs de la société civile dans la Donga sont plus nombreux que tous les acteurs de la presse réunis sur le plan national. C'est ce que je veux dire. Mais comment cette élection a été organisée, la désignation, ça a été fait par un vote chapeauté par la Sénat. Absolument. Mais depuis 92 à ce jour, dites-moi, en tant qu'acteur de la presse, est-ce que vous avez jamais couvert une élection pour désigner les représentants du Conseil économique et social? Je dis non. Je dis non. Vous voulez dire qu'il n'y a jamais eu d'élection? Une institution de cette pesanteur, on ne peut pas s'amuser dans le choix des représentants. Donc il n'y a pas d'élection? Non, il y a élection, mais la façon dont ça se fait, voilà, c'est cette façon-là qui a, c'est-à-dire, terni l'image de l'institution elle-même. Il y a des fraudes, c'est ça? Je ne parle pas... Bon, c'est vrai. Au niveau de chaque élection, il peut y avoir fraude parce que j'ai fait plusieurs fois les monitoring des élections. Et c'est qu'à des niveaux donnés, il y a parfois des fraudes. Parce qu'il faut favoriser un tel ou l'autre. Vous imaginez, on parle des universitaires qui font partie du CES. Ils doivent présenter leurs représentants. Est-ce que vous avez jamais appris qu'il y a eu une élection digne de nom pour choisir ces professeurs qui siègent au CES? On parle des employeurs. Est-ce que les employeurs du Bénin sont organisés d'ailleurs? Les employeurs du Bénin, autant qu'ils sont. Est-ce que vous connaissez le bureau des employeurs où on dit, ici, à travers l'organisation, voici leur bureau? Oui, mais il y a le Conseil national du patronat, il y a également un deuxième patronat, il y a des institutions qui sont organisées. Bon, les organisations bien sûr constituées, qui se sont auto-organisées. Comment les gens organisent les élections pour désigner les représentants? C'est ça qui est le problème. Vous imaginez, moi, Alassane Ouattara Karim, comme je le dis, nous, en tant qu'ONG, sur le plan national, la désignation de nos 2 représentants se fait à Cotonou. Ça veut dire que une ONG qui est basée à Karimama, qui est basée à Segbana, qui est basée à Materi Kobli, parce que si je cite le sud ici, c'est encore plus proche de Cotonou. Ça veut dire que les responsables de ces ONG devaient se déplacer de Segbana pour venir exprimer leur vote à Cotonou. Ce qui est difficile. Donc c'est à Cotonou qu'on vote. C'est de la même manière pour les artisans. C'est de la même manière pour les organisations
sportives, les fédérations. C'est le même mode de choix. Donc, les gens sont obligés d'utiliser d'autres moyens. Et ces moyens, c'est quoi? C'est de passer de structure en structure, d'organisation en organisation, pour avoir les pièces d'enregistrement. On vient vous demander le récépissé d'enregistrement de votre structure. Ou bien on vous demande le journal officiel de votre structure. On vous demande de délivrer un mandat vierge que vous signez. Et le candidat ramasse tout. Le jour qu'on lui demande de se présenter, le jour du vote, c'est à lui de chercher ceux-là que lui-même va mandater pour choisir, c'est-à-dire les représentants. Donc vous voyez, c'est tellement concentré que le choix lui-même porte déjà problème, c'est-à-dire au fonctionnement du CES. D'accord. On vous aura compris, mais vous, avec votre démonstration, on voit clairement que c'était utile de supprimer le CES alors. Je ne pense pas que ça soit... Parce que si c'est autant compliqué et que les avis sont consultatifs et que vous dénoncez tout ce que vous dénoncez là, ben autant supprimer le CES. Oui, si on était allé dans ce sens, oui, peut-être que je ne serais pas sur ce plateau. C'est clair, parce que les autres aussi... Mais ici, oui, on ne parle pas de la suppression. On parle de la nouvelle configuration du CES. D'accord. Et cette nouvelle configuration est en train de mettre à l'écart les ONG. Et là aussi, vous ne savez pas pourquoi? Nous ne savons pas pourquoi. D'accord, mais au moins, cette fois-ci, vous réagissez. Oui, mais on réagit cette fois-ci parce que nous avons reçu beaucoup de coups. Et nous sommes en train de... Ce n'est pas que nous attaquons le gouvernement ou bien nous attaquons l'hémicycle. Nous sommes là pour faire un plaidoyer, pour leur dire, mais si déjà, ils veulent supprimer les ONG et laisser, par exemple, les fédérations sportives ou les acteurs culturels. Imaginez, ça dit, la masse du travail, du rôle que nous jouons autour du gouvernement, autour des partenaires, autour, c'est-à-dire pour les communautés. Imaginez par exemple ce que nous faisons. Nous recherchons des financements pour accompagner des communautés. Là où l'État n'a pas pu donner l'eau, nous, on peut, à travers nos relations, nos partenaires, donner de l'eau. Là où l'État n'a pas pu envoyer école, nous, on peut, à travers nos recherches, trouver un partenaire qui finance. Nous, à travers nos relations, nous pouvons équiper des centres de santé ou recruter même des agents de santé. Nous prenons en charge les familles vulnérables. Je dis, la prise en charge est automatique. Si vous allez, il y a des ONG qui ont des objectifs qui sont définis selon les ODD. Oui. Les objectifs et les objectifs pour le développement durable. Donc, les ONG ne sont pas tombées du ciel. C'est-à-dire, chaque ONG s'aligne derrière l'ODD qu'elle pense gérer pour que d'ici l'agenda, c'est-à-dire 2030, que ce problème soit quand même Mais si on veut vous supprimer du Conseil économique et social, est-ce que c'est parce que vous n'y faites rien, en fait? Votre action n'est pas visible au sein de cette institution. Bon, est-ce que c'est vraiment ça? Dites-nous, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que si c'est aussi facile de vous mettre de côté, ça veut dire qu'à l'évaluation, on a vu que bon, vous ne servez à rien, peut-être que vous prenez les émoluments, vous coûtez cher à l'État béninois, vous coûtez cher au Conseil économique et social, donc il vaut mieux se passer de vous. Bon, ce qui est sûr, je sais que aucune ONG ne signe dans l'image dans le budget national. Vous ne gagnez rien? Rien. Et si vous dites qu'on ne fout rien, je non, j'ai pas dit ça. C'est une hypothèse, c'est une supposition. Ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne foutait rien qu'on nous a retirés de la Sénat? C'est parce que nous ne foutions rien qu'on nous refuse de faire signer nos ordres de mission. Alors que ce n'est pas l'État, ce n'est pas le budget national qui peut-être désintéresse ces ordres de mission-là. Ce sont nos partenaires. Ce sont nos financements, nous-mêmes. Parce que nous sommes des organisations où les membres cotisent pour faire fonctionner la structure. Nous ne sommes pas des gens qui dépendent, nous ne dépendons même pas de l'État. L'État béninois ne peut jamais dire que nous dépendons de lui. Mais à travers, c'est-à-dire, nous sommes affiliés au ministère de la Justice, mais on fait, c'est-à-dire pour s'enregistrer, on va au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez, c'est-à-dire nous sommes
des enfants à deux pères. Nous sommes des enfants à deux pères. On est affiliés au niveau du ministère de la Justice, mais pour notre déclaration officielle, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez, avec ça, ça va poser un problème. Le ministère de l'Intérieur, en nous donnant les documents, quelle interprétation le ministère de la Justice, lui, il en fait? Mais c'est toujours l'État, dans tous les cas de figure. Non, je n'ai pas refusé. Que ce soit l'Intérieur ou la Justice. Je n'ai pas refusé. Aujourd'hui, tout est centralisé d'ailleurs. Donc, toutes les informations. Donc, quel est votre problème? En nous retirant du CES, quel est le rôle, quelle mission l'État veut nous assigner en fait? Étant dit que nous sommes ceux-là, nous sommes les porteurs de voix de l'État, c'est-à-dire en général. L'État vous demande de rester dans les communautés. Dans les communautés. De continuer votre action à la base. À la base. Ben oui. Mais comment nous allons avoir l'information? Parce qu'à travers le CES, nous avons des informations. Je dis pour voter des lois qui portent sur l'économie, le social, technique, c'est-à-dire l'hémicycle prend notre avis. Ça veut dire que déjà, nos représentants qui sont là-bas prennent connaissance de la teneur de cette loi. Et quand les députés finissent de voter, je vous dis, c'est déposé. Je ne sais pas si vous avez eu une loi qui a été votée et on a mis les moyens pour sa vulgarisation. C'est difficile. Mais nous, là, on ne nous demande pas comment ceux-là font. C'est-à-dire pour tout de suite, mettre la main sur ces lois. Je vous dis, pour avoir même l'extrait d'une loi, ce n'est pas facile. L'extrait d'une loi, ce n'est pas facile. En tant que ONG, ce que je vous dis là, vous pouvez faire un micro-trottoir, les gens vous diront ce que je... Alors comment vous avez su qu'il y a une proposition de loi alors que ça n'avait pas encore été voté? Comment vous avez su qu'on va vous exclure du Conseil économique et social? Bon, ça veut dire que vous avez les moyens de savoir. Nous avons les moyens de le savoir. Je dis nous avons les moyens de le savoir, mais à des moments donnés, il ne faut pas réagir, c'est-à-dire à un premier coup. Il faut attendre. Un bon garçon attend. Quand on te... C'est-à-dire... c'est-à-dire on te provoque, tu ne dois pas réagir. Nous sommes des gens et on est beaucoup plus pour la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, tous les projets qui parlent de la cohésion sociale, vous allez voir que ce sont les ONG qui sont dessus. Nous faisons un travail sur la cohésion sociale. L'État même le sait, tous les acteurs le savent. Parce que nos actions sont tellement pointues, orientées. Donc, nous, on ne va pas en tant que politiciens. Parce que vous savez, aujourd'hui, si vous confiez une action à un homme politique, lui, il choisit automatiquement ses électeurs à lui. Et non les autres. Vous demandez à un homme politique d'aller donner peut-être les draps de lit à une communauté victime, c'est-à-dire de catastrophes ou d'inondations et autres. Mais lui, c'est vrai que ceux-là même qui ont été touchés, ce n'est pas évident qu'ils reçoivent ces dons-là. Parce que lui, il va à un moment donné voir d'abord ses électeurs, les membres de son parti, et c'est à eux, ils commencent d'abord par donner. D'accord. Or, chez nous, on n'a pas de parti. Donc ça veut dire que nous sommes pour ceux-là même qui sont dans le besoin. Finalement, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Puisque vous l'avez confirmé, selon vos sources, la proposition est sur la table des députés. Quel traitement attendez-vous? Bon, c'est vrai, les informations que nous avons, c'est la plénière seulement, les gens attendent. Parce que le travail qui devait être fait a été déjà fait. Totalement. Oui. Mais, c'est à la plénière, nous sommes en train de dire aux députés, en tant que meilleurs collaborateurs de l'Assemblée nationale, si les honorables députés acceptaient de nous écarter, ça sera un problème pour toutes les lois qu'eux-mêmes ils vont voter par la suite. Comment ça, c'est vous les C'est à menacez? nous de faire la vulgarisation. Mais imaginez que nous... C'est comme une menace. Non, ce n'est pas une menace. Je vous dis quelque chose. Oui, allez-y. On est d'accord? Oui, allez-y. Si nous sommes sur ce plateau-là, sans le caméraman, on ne peut pas nous voir. Mais si vous dites plus de caméras dans la salle, comment vous pensez que l'image peut arriver aux téléspectateurs? Ça veut dire que le caméraman est incontournable
pour cette émission. Donc vous êtes incontournable pour Nous sommes incontournables, les députés même le savent. Et ils savent que quand ils votent les lois, c'est à travers nous, ces lois-là vont au niveau des communautés. La vraie sensibilisation là, c'est nous. Combien de fois vous avez appris, depuis l'installation de ces députés qui sont là aujourd'hui, combien de fois vous avez appris qu'ils sont allés faire la vulgarisation d'une loi ou bien la sensibilisation d'une communauté sur une réforme? Combien de fois? Étant acteur de la presse, c'est sûr, on vous aurait invité pour faire la couverture médiatique. Ce qui n'a pas été le cas. Mais si vous entendez dans un village comme Mamassi Peul, dans Karimama, ça veut dire qu'il y a une ONG qui est relais et qui a relayé vraiment l'information venant de l'hémicycle. Mais si le député lui-même prend la décision aujourd'hui de nous éliminer, vous pensez que les associations de développement vont faire le relais de ces réformes, de ces lois? Vous êtes sûr que les universitaires vont faire le relais de ces lois et autres, ou bien le patronat, ceux qui vont représenter les patrons, est-ce que c'est eux qui vont faire, ils vont descendre sur le terrain pour le faire? Ou bien ce sont les acteurs culturels qui vont faire l'application de ces lois? Je dis non. Donc ça veut dire que l'hémicycle, l'Assemblée nationale veut s'aligner dans une position où elle-même veut se détacher d'un acteur incontournable qui l'accompagne dans l'atteinte de ses objectifs. Parce que sans nous, plusieurs lois seraient restées là. D'accord. Mais est-ce que vous avez fait un lobbying au niveau de certains députés? Êtes-vous allé vers eux pour leur expliquer le danger qu'il y a, selon vous, à exclure le Conseil économique et social? Et quelle a été leur réaction? Oui, aujourd'hui, je peux vous dire que la COSEP, c'est la coalition des ONG. Nous avons introduit une demande d'audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de prendre des contacts formels comme informels à l'endroit des députés pour leur expliquer la gravité de l'heure, parce que si on devait nous exclure, quel acteur pourrait vraiment nous remplacer? Quel acteur pourrait vraiment nous remplacer? Vous savez, dans le monde entier, il y a certains acteurs, quand vous les brimez, ils peuvent décider de ne plus faire le travail ou bien d'aller en grève. Vous imaginez que toutes les ONG du Bénin décident d'aller en grève pour ne plus rien faire ou de cesser le travail. Comment les informations iront vers les populations? Comment vous aussi vous allez Comment vivre? les prises en charge seront faites? Comment vous allez vivre vous aussi? Non mais, est-ce que ici, on a dit organisation à but non lucratif. Parce qu'aujourd'hui, nous on ne coûte rien à l'État béninois. C'est vrai, par le passé, on a connu un ministère chargé des relations avec les institutions. Oui, où nous étions fortement impliqués. Ouais. Quand on parle de la maison de la société civile aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui finance son fonctionnement. On a connu dans ce pays on dit fonds national à la chefferie traditionnelle, des fonds qui ont été alloués à plusieurs composantes, plusieurs acteurs. Mais vous n'avez jamais rien. Mais nous, on n'a jamais eu ça. Donc ça veut dire que nous sommes des acteurs comme la panse dans le domaine de l'homme. C'est nous qui savons comment on se nourrit. C'est nous qui savons comment survivre. Mais avec ça, s'il faut nous détacher, ça veut dire que quelque part, c'est ne pas reconnaître les efforts que nous faisons à longueur de journée pour satisfaire les couches vulnérables. D'accord, mais si malgré tout, Monsieur Alassane Ouro Karimou, si malgré tout, la loi venait à passer, que le chef de l'État promulguait la loi et qu'elle devenait effective, que feriez-vous? Bon, moi je sais que le président de la République, dès qu'il a l'information, il analyse avant de prendre la décision. Si vraiment, et il arrivait peut-être à avoir des informations sur cette émission, ou bien les gens lui remontaient le résumé de ce que j'ai développé ici, je sais qu'il ne va pas promulguer cette loi en écartant les ONG
parce que nous sommes un maillon fort qui accompagne les actions de tous les gouvernements. Donc, on n'a pas de parti. Donc vous souhaitez que le chef de l'État refuse de promulguer une loi pareille? Que les députés même nous, c'est-à-dire au cours des amendements, nous ramènent. Qu'ils nous ramènent, parce que nous sommes un collaborateur incontournable. Pour l'hémicycle d'abord. Si l'hémicycle voit le travail que nous faisons, sans même qu'ils ne nous recommandent ce travail, ils ont, je dis, cette contrainte de nous faire revenir. Parce que quand ils vont voter les lois prochainement, ces lois vont rester entre le gouvernement, la presse et forcément l'Assemblée nationale. Ça ne va pas Quelle ONG peut-être va chercher à aller prendre une loi, courir pour chercher le financement et dire qu'elle est en train de faire la vulgarisation? C'est difficile. Si on n'est plus utile, c'est-à-dire en prenant cette décision, ça veut dire que nous sommes inutiles. On n'est pas efficace. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais si tu n'as pas besoin de quelqu'un, n'attends pas qu'il vienne travailler à tes côtés. Ils sont dit où est-ce que je dis? Absolument, nous vous suivons, voilà. Nous suivons votre plaidoyer. Voilà. Alors, nous allons peut-être aller dans le fond, si vous le souhaitez, Monsieur Alassane Ouro Karimou, pour évaluer l'action générale des organisations de la société civile. De plus en plus, l'opinion pense que vous avez démissionné. On ne vous entend nulle part, on ne vous voit sur rien, sur aucun débat sérieux de la société. Qu'est-ce qui se passe au niveau des acteurs de la société civile? Oui, comme on l'a dit, nous sommes actuellement des acteurs qui font la promotion de la cohésion sociale. Et comme vous le savez, c'est vrai que nous pouvons nous prononcer sur certains sujets sur le plan national et international. Mais c'est un peu difficile parce que quand on parle de la société civile, ce n'est pas que les ONG, c'est plusieurs composantes. Bien sûr, vous l'avez expliqué au début de l'émission. Donc, comment mettre d'abord tous ces acteurs ensemble avant de décoller, ça devient compliqué. Au même moment, nous, en tant qu'ONG, il y a de ces réactions que nous faisons, il y a de ces propositions que nous faisons. Si aujourd'hui nous avons des femmes à l'hémicycle, c'est le travail des ONG. Les femmes qui ont été élues dans toutes les circonstances, c'est... D'ailleurs, ça a été constitutionnalisé. Donc ça, c'est le travail des ONG. On ne peut pas dire que nous n'avons rien fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Donc, il y a des clins d'œil que nous faisons au moins à l'État et à nos honorables députés qui prennent ces lois-là, ces réformes-là. Parce que quand on parle de réformes, ce sont des lois qui engendrent des réformes. Donc, quelque part, c'est vrai, on ne peut pas se prononcer à des moments donnés parce que quand vous regardez la position de chacun, il ne faut pas vous prononcer pour lui donner la chance de manifester sa colère ou son indignation. Vous avez peur. Ça veut dire que oui, vous êtes nous, pas on ne veut pas enflammer le pays. Ah bon? Nous ne sommes pas là pour enflammer le pays. Oui, mais à un moment donné, la société civile a été très active dans le pays. Bien sûr. Pourquoi maintenant il y a une léthargie? Bien sûr. Oui. Au moment où la société civile avait animé le Bénin, mais il était permis à tout acteur de manifester, c'est-à-dire d'organiser toute manifestation. Aujourd'hui, il n'y a plus de marche. Il n'y a plus de grève. Pourtant, il y a eu marche dernièrement. Mais oui, les gens ont marché dernièrement. Mais les gens ont marché. Il y a eu, oui, les gens ont marché. Bien sûr. Mais il y a certains qui ne sont plus libres. Qui n'est plus libre? Mais parmi les marcheurs, il y a certains... Oui, mais si on a détecté dans les urines de certains quelques substances c'est qui ça peuvent que entraîner nous, notre public, c'est normal. Donc vous croyez ça? Non, je dis en tant qu'acteur qui faisons la promotion de la cohésion sociale, nous n'allons pas donner l'occasion à ceux-là peut-être qui viendront avec leur urine chargée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de faire la veille citoyenne. On suit tout le monde. On dit à tout le monde d'aller dans le même sens sans créer, c'est-à-dire des difficultés à la cohésion sociale. Parce que déjà, nous sommes menacés par le terrorisme. Et on essaie par où ça peut commencer, quand est-ce que ça va commencer et par qui ça va commencer.
Bon, si nous allons inviter les gens à des mobilisations, et au cours d'une mobilisation, peut-être, ces amis-là viennent larguer une bombe dedans, qui va répondre. Oui, mais vous ne pouvez pas craindre ça pour ne rien faire. Actuellement, par exemple, il y a une crise entre le Bénin et le Niger. On entend que d'acteurs de la société civile se prononcer. Oui, est-ce que ça, vous avez besoin de faire une mobilisation pour qu'on largue une bombe? C'est une cause nationale. Vous allez peut-être... vous n'avez pas l'information. Sinon, la société civile béninoise est en pleine négociation avec la société et les organisations de la société civile. Mais pourquoi vous ne donnez pas l'information? Vous ne donnez pas l'information. Oui, mais nous sommes en train d'échanger entre la société civile du Niger et celle du Bénin pour voir dans quelle mesure organiser d'abord une rencontre entre les deux gouvernements. La deuxième action, c'est comment amener nos décideurs à organiser une visite d'échange, c'est-à-dire d'une partie, d'une délégation nigérienne composée de la société civile, de l'armée, des leaders d'opinion, des têtes couronnées, des imams, pour venir faire une visite d'échange, c'est-à-dire visiter entre Malanville et Parakou. Parce qu'aujourd'hui, pour les Nigériens, ils se disent que nous avons des bases militaires françaises, à partir de Parakou jusqu'à Malanville. Donc, nous, notre action, c'est comment amener les deux gouvernements à d'abord se rencontrer pour échanger par rapport à la question et les amener à décider de cette visite de la partie nigérienne, c'est-à-dire composée de plusieurs acteurs, pour se rendre vraiment compte que le Bénin n'a pas de Donc vous faites ça au moins. Nous sommes déjà en train et nous sommes à un niveau beaucoup plus avancé. Donc c'est sûr, quand nous allons sceller le contrat avec la société civile nigérienne, c'est forcément la presse doit faire partie de ces mouvements. Alors, il y a quelques tensions politiques au Bénin, ça et là, entre l'opposition et la mouvance. Les acteurs de la société civile ne se prononcent pas toujours, sauf le colloque qu'il y a eu récemment, avec les conclusions, les conséquences que nous connaissons. Oui, le conflit entre l'opposition et la mouvance, nous on est au-dessus de la mêlée. D'accord. Parce que pourquoi? Les opposants sont des Béninois que nous aimons. La mouvance, c'est aussi des Béninois que nous aimons. Nous allons supporter qui en fait? Pas pour supporter quelqu'un? Non, je viens. Oui. En nous prononçant, parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que Béninois, nous comprenons tellement français que un seul mot a au moins 80 sens. Il suffit seulement de vous réunir pour faire une conférence de presse. Les gens vous diront ils sont avec tel ou avec tel. Ils ne vont jamais comprendre que vous êtes là pour apaiser. Ils ne sont pas là pour comprendre que vous êtes en train de les réconcilier ou bien de les mettre ensemble pour pouvoir faire avancer le pays. Donc, il suffit seulement qu'on se réunisse, qu'on dise notre point de vue, ils vont dire voilà, le gouvernement... C'est de ça que vous avez peur? Pour ne pas ce n'est pas que nous avons peur. Je vous ai dit, la conférence épiscopale a fait un colloque, a dit clairement son avis sur le code électoral, malgré les critiques. Oui. Est-ce que la conférence épiscopale... C'est la société civile, vous l'avez dit. C'est la société civile. Voilà. Est-ce qu'en voulant faire son colloque, a pu inviter les imams? Est-ce que ça a été possible? Qu'est-ce qui a empêché ça? Est-ce que quelqu'un... Peut-être que... Moi, je sais pas. Est-ce qu'ils ont pu associer les pasteurs? Est-ce qu'ils ont pu associer, c'est-à-dire nos gardiens de la tradition? Ils n'ont pas pu. Je vous ai dit que nous avons des compartiments dans notre organisation. Nous sommes lourds. Et nous n'avons pas un financement qui est en place, qui nous permet de faire la mobilisation en temps record. Demandez-vous comment je suis venu à Cotonou. Demandez-vous qui a financé mon déplacement. Demandez. Ce n'est pas facile. Chez nous, d'abord, quand je dis organisation de la société civile, on a plusieurs composantes. C'était 9, maintenant on est devenu 7. Quand on dit confession religieuse, vous imaginez déjà les religions que nous avons au Bénin organisées? D'abord, c'est-à-dire pour avoir leurs représentants, vous imaginez tout ce beau monde que nous devons contacter, les convaincre, ça va prendre du temps. Il faut contacter les catholiques, les méthodistes, les protestants, les célestes,
foi Bahaï, ça c'est catholique ça. Ouais. Maintenant vous allez dans l'islam, on a les chéous, on a les shébas, ça dit tout ça là. Il faut arriver à les convaincre. On quitte là les gardiens de la tradition. Peut-être que c'est les vaudous-ci, les tadis, les troncs, plusieurs. Il faut les mettre, tadis, mettre tous ceux-là ensemble. Avoir leur avis, qu'ils désignent leurs représentants. Au même moment, nous allons vers les associations de développement. Chaque village aujourd'hui a son association de développement. Et on parle des fêtières. Il y a tout ça. Maintenant, on parle des acteurs et d'autres acteurs que nous devons contacter. Donc, nous sommes tellement nombreux. C'est pour ça que nous avons une pesanteur. Mais notre regroupement n'est pas facile. Parce que ça nécessite des moyens. Si l'État avait mis en place, je suppose, un fonds d'aide, ça dit à la société civile, je suis sûr que chaque semaine, vous devez avoir des conférences de presse sur certains sujets. C'est pas les financements que vous allez rechercher. Les financements que nous allons rechercher. De faire des conférences de presse pour donner l'information. Oui, mais les financements que nous recherchons aujourd'hui sont des financements qui sont vraiment orientés. Les gens sont catégoriques. Aujourd'hui, vous demandez à votre partenaire de vous financer un projet. Il va vous dire oui, je suis partant, mais je vous donne 80%. Vous-même qui avez initié, qui avez détecté le besoin, vous donnez 20%. Une ONG locale. Au même moment, il vous dit, je ne suis pas dans les réalisations. Je ne suis pas dans les salaires. Je ne suis pas dans les salaires. Donc, dans ça, comment vous pensez que nous puissions réaliser une marge bénéficiaire? Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas entreprises, mais il faut que je parle en termes d'entreprise pour que les gens comprennent. Comment, ça dit, réaliser un reliquat pour financer ces activités? C'est difficile. C'est difficile. Nos amis d'en face, qui aujourd'hui nous permettent, qui vont nous permettre que le monde entier nous voit, à supposer que parmi eux, quelqu'un n'a pas mangé depuis 72 heures. Vous pensez qu'il va tenir derrière une caméra pour dire qu'il est en train de prendre les images? Mais un autre problème qui est important, est-ce qu'il n'y a pas une crise de confiance entre les communautés et les acteurs de la société civile? Parce que par le passé, nous avons vu des acteurs de la société civile très actifs qui aujourd'hui sont des acteurs politiques. Quelle est la limite entre l'action de la société civile et l'action politique? Oui. Ça aussi, c'est un problème qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas audible. Non, il n'y a pas une crise. Il n'y a pas une crise. Mais ce que je veux faire comprendre à la face du monde est que tout acteur de la société civile est un acteur populaire. Parce qu'il traite directement avec la communauté. Il gère les préoccupations des communautés. Leurs besoins, leurs difficultés, tout ça, il est là. Donc ça fait de lui un homme populaire. Politique aussi. Ça fait de lui un homme, ça dit, prioritaire s'il s'agit des élections. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des acteurs des ONG sont beaucoup plus recherchés. Ils sont repêchés par des hommes politiques. Souvent, ce que nous rencontrons sont les hommes politiques qui viennent vers nous. Mais quand c'est comme ça... Pour nous présenter... Je vous en prie. Allez-y. Je vous laisse, allez-y. Si par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, ils ont voté une loi qui oblige 20%. Dans chaque circonscription électorale. Oui. 20%. Alors, quand les partis politiques vont s'asseoir et analyser, ces partis vont trouver que si nous devons positionner un tel ou un tel dans telle communauté, il ne passera pas. Mais par contre, si nos amis d'en face arrivent à prendre celui-là et le positionnent, du point de vue de ses réalisations, du point de vue de son rayonnement, il va nous briser la hanche. Donc forcément, c'est eux qui vont vers ce dernier pour lui dire, mon frère, il n'y a que toi pour nous sauver. Donc vous allez voir, si on ne sait pas faire pour les élections générales de 2026, c'est là où vous allez voir les acteurs de la société civile qui seront positionnés. Je dis même par force. Parce qu'il y a aujourd'hui
certains politiciens qui n'ont pas le poids, c'est-à-dire de... Bon, je sais pas. Hein. Mais quand c'est comme ça, c'est normal qu'on vous exclue. Non! Quand c'est comme ça, c'est normal qu'on vous mette loin de tout ce qui peut vous amener à franchir le pas. Au fait, il y a certains parmi nous, tout le monde n'est pas parfait. Il y a des gens parmi nous qui se disent, je suis là, je souffre. Ouais. Au même moment, lui ne souffre pas, il est bien. Les hommes politiques ne font pas mieux que nous sur le terrain. En matière d'accompagnement de la communauté, de la gestion du quotidien des communautés à la base, c'est nous. Mais l'homme politique, il vient à des moments donnés. C'est à la veille des élections, il peut venir. On peut lui demander s'il veut, il donne. S'il ne veut pas, il ne donne pas. Ce n'est pas une contrainte pour lui. Quel est le député qui a un programme d'action? C'est-à-dire qu'il a un plan d'action. Ce n'est pas le rôle du député. Non, c'est ça je vous dis. Mais aujourd'hui, là, vous allez dans une ONG, nous avons des plans d'action. Puis, aujourd'hui, on dit, il faut les laisser tomber. Il n'y a pas ce maire, les 77 communes du Bénin, il n'y a pas ce maire qui n'a pas fait recours aux ONG de sa commune pour l'élaboration de son PDC, nouvelle génération. Depuis qu'ils ont commencé les PDC, là, nos actions sont inscrites. Il n'y a pas ce maire qui va faire le bilan ou la reddition de comptes et écarter les résultats des ONG. Il n'y a pas. Je dis il n'y a pas. Vous pouvez inviter un maire pour dire est-ce qu'il vous est arrivé de faire votre PDC et écarter les ONG de votre commune? Il vous dirait non. Il faut leur demander est-ce que dans votre reddition de comptes, vous prenez quand même en compte les actions des ONG de votre commune? Ils vous diront oui. Parce qu'il y a des coins où eux-mêmes, ils ne peuvent même pas aller. Ils ne sont jamais allés, ils ne peuvent pas aller. Mais nous, en tant qu'ONG, quand la communauté vient vous déposer une demande pour dire nous avons besoin d'un point d'eau parce qu'actuellement, c'est un trou d'eau qui nous dessert. Mais je dis, tout le staff de l'ONG ne dort plus. Il faut leur donner de l'eau. Tout dernièrement, il y a un module de classe en matériaux précaires qui s'est écoulé dans la zone de Djougou. Vous avez eu cette information? Bien sûr. Combien d'hommes politiques sont allés là? Combien d'hommes politiques? Mais nous sommes allés là pour au moins apporter notre soutien aux parents de ces enfants, pour galvaniser, c'est-à-dire le moral à ces enfants, pour leur permettre d'aller composer. Il y a eu des directeurs qui ont confisqué les cartes des enfants pour les empêcher d'aller aux examens. Ça, ce n'est pas une question politique. Les politiciens ne sont pas allés là-bas. C'est nous qui avons dénoncé ça. Je dis, c'est nous. Quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est-à-dire qui ne marchent pas, c'est nous d'abord. C'est nous qui remontons l'information. Parce que nous sommes au quotidien avec les communautés. Nous avons profité pour faire... déjà nous sommes avec les communautés, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas confiance. D'accord. Nous avons profité pour faire vraiment un point des actions des ONG et de la société civile, parce que le débat est devenu récurrent, les gens en parlent de plus en plus. Monsieur Alassane Ourourou Karimou, nous avons fait 52 minutes, ensemble déjà. Nous allons conclure cet entretien, je vous laisse le soin de le faire. Oui. Et d'abord, je dis merci à l'équipe de Eden TV. Merci. Pour l'occasion que cette équipe nous donne pour nous prononcer par rapport à la loi qui est sur la table des honorables députés sur la nouvelle configuration du CES, du Conseil économique et social de notre pays. Une institution très capitale dont normalement le mode de sélection des membres devait normalement passer par la Sénat, c'est-à-dire par les touches de la Sénat. Et c'est-à-dire cette élection devait être une élection déconcentrée, que tout au moins on demande aux acteurs de toutes les composantes qui devaient être, c'est-à-dire convoqués pour cette élection, qu'on nous convoque tout au moins au niveau des départements. Et demander peut-être des pièces, parce qu'au départ, c'était dit à nos représentants candidats d'aller prendre nos récépissés ou c'est-à-dire le journal officiel de chaque structure accompagné d'un mandat et
le candidat lui-même est chargé d'aller sélectionner des jeunes, des étudiants dans une salle pour pouvoir faire son vote. Oui. Donc, celui qui a plus de moyens, donc vous voyez, c'est tout comme si on est en train de nous contraindre à la corruption. Si déjà, vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas aller à Karimama, Malanville, un peu partout pour prendre les documents des ONG. Hein? Et parfois même, ça se fait contre quelque chose. D'accord. Ouais. Donc, que l'État puisse quand même non seulement accepter de continuer avec nous en tant que partenaire sûr, partenaire incontournable, et que l'État implique la Sénat dans la gestion de nos élections. Pour que de façon honnête... Comme ça a été fait pour la HAC. Oui, comme ça a été fait pour la HAC, oui. Que de façon honnête, on puisse envoyer c'est-à-dire des représentants qui, de façon sincère, vont représenter ces organisations. D'accord. Je ne parle pas seulement pour les ONG, mais pour toutes les autres composantes. D'accord. Vous voyez, si on parle des fédérations sportives, vous avez appris que pour élire les fédérations sportives dans notre pays, il y a des élections que les gens organisent au niveau départemental et au niveau national. Nous sommes à la conclusion. On n'est pas en train de refaire le débat. Donc, oui, donc que déjà, les gens puissent, c'est-à-dire nous permettre d'organiser une élection transparente, crédible, inclusive, pour désigner au moins nos représentants au niveau du CES. Et surtout que les députés vous écoutent par rapport à cette proposition de loi qui tend à exclure les ONG et les membres de la société civile du Conseil économique et social. Merci beaucoup, Monsieur Alassane Ouoro Karimou. On vous aura écouté. Je rappelle que vous êtes venu tout droit de Djougou pour faire entendre votre voix. Je profite également pour saluer tous nos téléspectateurs et auditeurs de Djougou, en particulier de la Donga en général. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Nous allons suivre ce dossier, suivre jusqu'à son aboutissement, jusqu'au vote ou à la promulgation. Et certainement après, on pourra revenir pour échanger un tout petit peu sur les implications d'une telle décision au niveau de l'État béninois. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche en notre compagnie. Les programmes de DNTV et de Diaspora FM se poursuivent pour votre bonheur, votre plaisir exclusif. À dimanche prochain.